Écoutez, il est 18h05, donc en général, c'est Bon, quand on commence que tous les autres arrivent. Donc, je vous bon, propose de, on commence, d'accord. je Bon, vous on y va. propose de commencer. Donc, voilà, bienvenue à toutes et à tous donc, pour ce nouveau rendez-vous de la SFU. Donc, aujourd'hui, on accueille Michel Fanny, hein, qui est sociétaire assidu de la SFU, qui va nous parler donc de ce beau sujet de l'urbanisme à l'export. Tu compléteras, Michel, mais bon, je ne sais pas vraiment comment on peut te présenter, mais disons que ça fait 40 ans que tu travailles en tant Voilà. qu'architecte et urbaniste un peu partout dans le monde. Je voulais signaler que tu as écrit un livre qui s'appelle Design et urbanité je ne me souviens plus. Vers une ergonomie urbaine. J'ai Voilà, vers une utilisé ce ergonomie terme au niveau de l'urbain. Voilà. urbaine, voilà, donc Ouais. dans lequel tu développes également tes idées. Donc, merci de nous proposer ce sujet. Comme d'habitude, on va te laisser un peu la main pour nous présenter à la fois ton expérience et tes conseils et tes conclusions sur le sujet. Et D'accord. puis ensuite, donc on va éteindre nos caméras et nos micros pour t'écouter. Et puis ensuite, OK. on rebranchera tout ça pour entamer une petite discussion et un petit débat sur le sujet. Ça Vas-y, je marche. présente tes slides et Allez, ben, tu vas-y. me dis quand je dois les Attaque. passer. Le premier, c'est une petite présentation, une petite présentation de ce que j'ai fait. Bon, ben, vas-y. Ça, c'est l'en-tête. On va changer. Vas-y. Attends, j'y vais, mais ça ne veut pas marcher. Alors attends, je vais. Ah, Ah, pourquoi ça passe pas? Ah, ça y est, ça c'est y bon. est, voilà. Non, ça, c'est juste une petite présentation de mon parcours. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans mon expérience, j'ai trois grandes parties. Une partie liée à la maîtrise d'œuvre au départ, parce que je suis architecte au départ, hein, maîtrise d'œuvre architecturale et urbaine. En fait, j'ai commencé par des projets architecturaux de plus en plus gros. J'en suis arrivé naturellement à de l'urbanisme opérationnel, les ZAC, etc. Et puis après, naturellement, à l'urbanisme stratégique, le développement local, voilà, c'était naturel. Donc ça, c'est la première grande partie, maîtrise d'œuvre. Et puis après, j'ai fait pendant 10 ans un petit écart du côté de la maîtrise d'ouvrage urbaine. J'avais été appelé pour être directeur de l'urbanisme et de l'architecture de Marne-la-Vallée. Bon, j'avais dit que je lui resterais 5 ans, j'ai un peu dérapé, j'y suis resté 10 ans. Et puis après, j'en suis parti pour recréer cette structure qui s'appelle le SUD, Sustainable Urban Design Strategy ou Stratégie urbaine durable au pluriel, qui est une société de conseil et de conseil à stratégie urbaine et puis d'élaboration de projets, de communication de projets complexes et puis innovants. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et puis parallèlement à ça, je fais des interventions. Je suis conférencier, je fais aussi des interventions, des enseignements, et puis j'ai réalisé entre autres deux logiciels, un logiciel de programmation urbaine, de préprogrammation urbaine, et un autre sur le jeu des acteurs qui est actuellement utilisé à l'UTC. Voilà, j'ai Très j'ai bien. tout dit rapidement, c'est bon, là, tu peux passer. Donc là, je vais vous faire donc part un peu de. C'était une demande d'ailleurs lorsque je suis arrivé à la SFU, c'était une première demande de sujet évidemment sur les urbanistes à l'export. Et je vais partir de cas concrets, et en particulier de l'expérience que j'ai eue. Euh, la plus grosse, c'est au Vietnam. Donc on va parler de ça. Donc je vais vous montrer quelle est l'origine, pourquoi je suis arrivé à venir au Vietnam. Et donc, cette histoire, bon, c'est une histoire, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Elle commence en fait en 65, quand il y a eu évidemment tous les événements qu'on connaît au Vietnam. Il y a une famille qui a tout laissé, qui avait des biens là-bas, qui a tout laissé. Femmes et enfants sont partis directement s'installer en France. Ils connaissaient rien, ils connaissaient pas le français, etc. Rien du tout. Ils se sont installés en France. Et dans cette petite famille, il y avait un petit Loïc qui avait 12 ans et qui s'est débrouillé. Et puis, quelques années après, en 82, il était architecte, hein, et il a commencé à faire des projets assez importants. Il s'est fait remarquer
sur le sujet. En particulier, avec d'autres associés, c'était une filiale de DEJW. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte, mais c'est une grosse boîte d'architecture et d'urbanisme au niveau européen. Donc voilà. Et alors, la date très importante au Vietnam, c'est 86. 86, il y a eu le Doi Moi. Bon, ça veut dire le renouveau. C'était l'ouverture du pays aux pays étrangers. Et en fait, pour cette ouverture, s'est traduite comment? Eh bien, les institutionnels de là-bas, en particulier, alors c'était à Saigon, euh, ont cherché auprès de la diaspora vietnamienne répartie dans le monde, essayer de refaire venir des compétences pour essayer de développer le pays. Et donc, ils sont venus voir Loy en lui disant, est-ce que vous ne pourriez pas venir, etc. Bon, il a dit, écoutez, d'abord, je suis français, j'ai ma famille, donc j'ai une agence, je ne peux pas laisser. Mais si vous voulez, je peux venir ponctuellement, venir vous aider. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, et il a finalement commencé par faire le Technopark, un très gros projet à Saigon, qui a eu un succès assez fort. Donc voilà, ça a été un premier jet. Puis après, ça a évolué. Levan Loy a créé une structure qui s'appelle Espace Architecture Internationale. Et dans ce cadre-là, il accueillait, en lien avec le Vietnam, des stagiaires. Bon, donc il a accueilli des stagiaires, et parmi eux, il y a eu un stagiaire qu'on appelle Fou, il s'appelle Phu Tran, qui est devenu son chef d'agence pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, ce brave Fou dit, oh, bon, là, je veux retourner au pays, je veux fonder une famille, et puis je vais essayer de monter une agence. Alors, Loy l'a aidé à monter une agence, il lui a filé des affaires qu'il avait accrochées au Vietnam, et ça a créé une filiale d'EAI qui s'appelle EAI-VN, qui existe toujours et qui maintenant est assez importante. Il doit y avoir une trentaine d'architectes dedans. Et voilà. Parallèlement, moi, j'ai rencontré Loy dans les années 2003-2004. Et lorsque j'étais à Marne-la-Vallée, et lors d'un voyage d'études, et en fait, le courant est passé, puis finalement, je lui ai filé une mission, puis 2, puis 3. Voilà, donc ça a bien accroché, et quand j'en suis sorti, il se trouve qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer de travailler ensemble. C'est comme ça que l'accroche s'est faite. J'ai commencé à travailler avec lui pour essayer de capter un très gros projet urbain. Voilà, donc j'ai fait des textes, j'ai parlé de ma démarche et de la méthode que j'avais exprimée dans mon bouquin. Et puis, ça a mis 3 ans à peu près, et puis on a fini par avoir la mission, parce que c'était une mission très particulière et très innovante pour eux. Et ça a commencé comme ça. Ça a tellement bien marché que cette mission, on a eu un prix, un grand prix d'urbanisme pour ça. Et de fait, ça a généré d'autres missions qui sont venues en cascade. Voilà en gros comment ça s'est passé. Oh, tu peux changer tu peux changer de slide. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir simplement de cette accroche et de ce parcours? Non, tu peux revenir. Voilà. Ça vient. En fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une très très forte attente institutionnelle là-bas. Bon, évidemment, ils sont friands enfin, ils ont besoin d'avoir des diagnostics, ils ont besoin d'avoir des regards extérieurs sur leur territoire, hein, et puis se rendre compte qu'il faut travailler sur des projets urbains. Mais en fait, ce qui les intéresse en priorité, c'est les schémas directeurs. Et ils font des schémas directeurs, ils reprennent le schéma directeur avant, et ils font une adaptation. Voilà, ils essaient de l'adapter.
En fait, on s'est rendu compte qu'ils adaptaient ces schémas euh, en essayant simplement de légaliser les trucs qui n'avaient pas respecté le schéma directeur précédent. Donc, c'était pas terrible. Donc, nous, on leur a quand même dit, ce serait quand même bien avant de travailler sur le schéma directeur, de réaliser, élaborer des stratégies de développement territorial ensemble. Alors ça, c'était un peu nouveau pour eux, mais finalement, on a réussi à le faire. Donc voilà, en gros, c'est très sommaire ce que je vous dis là. Pour le moment, je reviendrai là-dessus après. Ensuite, qu'est-ce que ça nous a enseigné, cette approche? D'ailleurs, vous voyez un peu tous les points rouges, c'est tous les points où on est intervenu en 10 ans. Donc vous voyez un peu ce que ça a produit. Alors, ce qui est très, très important et même capital, c'est d'avoir une adresse locale. Franchement, je ne vois pas comment on aurait pu faire tout ce qui est là à droite, là, sans avoir cette base logistique et puis ces compétences sur place. Ça serait, c'est pas possible. On peut imaginer un one shot à un endroit sur un truc en étant complètement à l'extérieur, mais bon, voilà. Ensuite, notre enseignement, on s'est vraiment rendu compte de ça très très vite, c'est que il fallait vraiment travailler la communication. Il fallait vraiment être en écoute profonde. Et je reviendrai là-dessus aussi, avoir beaucoup d'empathie, privilégier le dialogue, même s'ils ne sont pas habitués à ça. C'est très étonnant, hein, je reviendrai aussi là-dessus. Et ça nous a appris aussi, c'est que pour arriver à faire ça et pour arriver à co-construire finalement des stratégies d'aménagement et puis de les mettre en œuvre dans un schéma directeur, il fallait développer une compétence interne en termes de management de l'intelligence collective. Ça, pour eux, c'était totalement nouveau. Mais je pense que ça, c'est un truc et que j'ai utilisé, moi, par ailleurs, en Amérique du Sud. C'est pareil, j'ai utilisé la même démarche et la même logique et ça a marché pareil. Donc, tu peux changer de slide. Voilà. Alors, on va regarder deux aspects. Un, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller à l'export et quelles sont les mises en forme, en condition pour y arriver. Et puis, dans un deuxième temps, on regardera qu'est-ce qui intéresse les pays étrangers pour faire appel à la France. Alors, l'aspiration pour y aller, évidemment, un besoin de changer d'air, ça c'est toujours, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est quand même, ça fait du bien, hein. S'ouvrir sur d'autres cultures, également d'autres savoir-faire, d'autres raisonnements. Ce sont toujours de nouvelles expériences, c'est toujours passionnant, on rencontre des gens extraordinaires. Et puis, on répond à des sollicitations diverses qui ne sont pas forcément formulées de la même façon qu'en France ou en Europe. Donc, c'est intéressant. Alors, des sollicitations qui peuvent venir des institutions, d'ONG, de privés, enfin, ça peut être très varié. Alors, pour être en condition pour y aller, il faut évidemment avoir vraiment envie d'y aller, c'est sûr, mais il faut avoir de solides motivations, hein, parce que c'est quand même un bon parcours d'obstacles, hein, et il ne faut pas se décourager à la première difficulté, hein. Et ce qui est très important pour arriver à franchir ces obstacles, c'est de tisser un réseau de relations, activer ces réseaux de communication qu'on a déjà, les étendre, les entretenir, y compris en France, et essayer de voir dans quel réseau on peut se positionner sur le pays cible, etc. Ça, c'est les premières conditions. Ensuite, il faut être, évidemment, si on a envie de travailler à l'export, il faut être à l'écoute. Donc, il faut ouvrir les écoutilles, il faut mettre en place des veilles stratégiques. Alors, maintenant, avec Internet, c'est très facile, on peut retrouver des tas d'éléments qui peuvent nous alerter, donc ça, c'est très bien. Il faut aussi réfléchir à des marchés potentiels.
en fonction des territoires, en disant, tiens, ça pourrait être intéressant. Voilà. Et puis, un autre, pour être à l'écoute, un autre élément qui est aussi, faut prendre le temps de le faire, c'est s'acculturer sur les pratiques locales. Parce que ça aussi, au départ, ça surprend. Ça peut surprendre énormément. Si vous voulez, après, je vous donnerai quelques détails quand j'aurai fini l'exposé, mais il y a des trucs assez croustillants, c'est assez marrant. Bon, ensuite, évidemment, on va aller à l'export, des fois aussi, pour simplement pour trouver de nouveaux marchés, soit donner un nouveau souffle à son activité, se diversifier, puis aussi investir, hein. On a fait une bonne année, etc. On a acheté pas mal de matos, ben, on peut essayer d'investir autrement et puis peut-être essayer d'aller rejoindre d'autres marchés. Voilà, c'est un peu les idées qu'on peut avoir en tête. Voilà, tu peux changer là. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que on est regardé par les pays étrangers? Qu'est-ce qui fait que... Alors, et le premier truc, c'est vraiment le premier truc, ce sont l'attrait pour certaines formes urbaines. L'haussmannien, les villages typiques, les villages où les organisations autour de l'eau, voilà, ça, c'est des images qui marquent. Alors, des fois, ils ont dit, ah, ça serait bien de faire comme ça. Alors, bon, effectivement, on ne répond pas tout de suite à ça. On essaie d'aller voir derrière leur demande ce qui. Voilà, mais tu peux changer, oui, tu peux changer, parce qu'il y a aussi les formes un peu plus contemporaines. Tu peux, voilà, comme par exemple avoir une cité financière à côté d'une grande ville. Comment ça se fait, comment ça pourrait s'intégrer, comment intégrer dans des sites hyper denses des espaces de respiration. Enfin, voilà, quoi. Bon, voilà. Bon, tu peux changer. Ça, c'est donc les premières images comme ça qui viennent en tête. Ensuite, il y a quand même une perception de la France depuis l'étranger qui est très différente de la perception en France. Alors, il y a un truc qui a été suivi et qui est toujours suivi à l'étranger avec un grand intérêt, c'est le Grand Paris. Ça, c'est un truc qui a un énorme souffle. J'ai déjà fait une conférence à Saigon où on m'a posé des questions sur le Grand Paris et c'est vraiment c'est quelque chose qui les intéresse. Ensuite, il y a un autre élément auquel on ne pense pas, mais qui est très, très, très regardé et il y a des délégations étrangères qui viennent le visiter, c'est Rungis. Ça, le marché international de Rungis, la façon dont ça fonctionne, c'est quand même exceptionnel. Et ça fait partie de l'image de marque française et qui intéresse beaucoup. Après, il y a qui les intéresse aussi, c'est certaines règles, en particulier la préservation du patrimoine. Alors, je parle là déjà sur le Vietnam, simplement sur le Vietnam. Bon, ils ont eu un passé avec les Américains et les Français qui a été assez dur, mais ils ont une très grande qualité, c'est qu'ils tournent à la page. Ils disent le passé, c'est le passé. Maintenant, on regarde l'avenir. Et c'est un peu aussi pour ça ils travaillent aussi bien avec les Français qu'avec les Américains. Et ce qui les intéresse au niveau français, c'est l'architecture. Alors, l'architecture qui a été faite au 19 et début du 20e les intéresse beaucoup. C'était occupé essentiellement par des trucs des cités administratives, etc. Mais comme le Vietnam s'est pas mal développé, ils sont trop petits. Donc, ils sont obligés de créer des trucs nouveaux. OK? Donc, pour répondre à leurs besoins. Mais ils sont inquiets de la survie de ce patrimoine architectural. Ils ont peur, évidemment, puisqu'ils ne maîtrisent pas très bien encore l'aménagement urbain. Ils n'ont pas les outils. Ils ont peur que des promoteurs, s'ils cèdent des terrains aux promoteurs, ils démolissent tout ça et ils construisent des tours à la place. Donc, vous voyez un peu le risque. Donc, ils sont très prisés sur la préservation du patrimoine, sur la conservation du littoral, parce qu'ils se rendent compte déjà qu'à certains endroits, ils sont en train de faire ce qui se passait en France avec la Côte d'Azur au début. Hein. Voilà.
Donc, ils prennent conscience de ça. Ensuite, qu'est-ce qui les intéresse, même si, alors, s'ils sont vraiment loin de ça pour le moment, et encore, c'est la capacité à débattre. Ça les interpelle. Et ils se demandent même comment on arrive à faire tout ça comme ça. Voilà. Mais ça les interpelle parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même des résultats qu'ils n'arriveraient pas à atteindre. Donc, voilà. Et puis, d'une manière globale, hein, c'est finalement le passé global de la ville qui les intéresse. Voilà. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est certaines institutions, les agences d'urbanisme, il n'y en a pas là-bas. Il y a des instituts d'urbanisme, un peu comme l'IAU, par exemple, c'est un peu l'équivalent. Mais il y a pas d'agence d'urbanisme comme il y a à Bordeaux, au Havre, etc., etc. D'ailleurs, la dernière délégation qui est venue en France, elle est allée à celle de Bordeaux, là, où il y a la photo. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui accroche les pays étrangers, en particulier le Vietnam. Tu peux changer. Alors, qui les intéresse aussi, évidemment, c'est de mobiliser des savoir-faire en matière d'aménagement. Parce que, bon, des fois, ils ont des très gros projets à faire et ils sont un peu perdus. Alors, ils veulent savoir comment faire. Ils veulent, et puis, comment le faire, dans quel ordre, etc. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de fonctionner que nous. Ils essaient de faire évoluer tout ça en douceur. En deux mots, quand ils ont un projet à aménager, ils font euh, à la limite un plan avec un plan masse indicatif et ils réalisent les routes, direct, toutes les routes. Ce qui pour nous qui est énorme parce que c'est des investissements qui sont colossaux et il n'y a pas le retour sur investissement qui pourrait venir comme on fait en France pour essayer d'avoir le point mort le plus loin possible. Donc, ils essaient d'inverser. Donc, ça les intéresse, l'élaboration de stratégie et puis aussi la programmation urbaine. Eux, ils ont plutôt tendance, et la répartition de ces programmations, ils ont tendance à mettre tous les équipements publics tous au même endroit, tous les logements tous au même endroit, etc. Donc, ça crée des croisements de flux, etc. Ça crée des embouteillages. Ceux qui sont allés au Vietnam voient bien ce que ça donne. Voilà. Donc, ce qui les intéresse aussi, c'est comment on phase les choses, comment on gère la réalisation et comment on suit la réalisation de toutes les opérations jusqu'au final. Parce que là aussi, ils ont du mal à le tenir. Ils ont du mal à le tenir. Ils ont aussi du mal lorsqu'il y a un projet qui est annoncé, de maîtriser le foncier. Pour eux, donc effectivement, ils sont très intéressés par tous les outils qu'on a en France, puis toutes les organisations, voilà, les EPA, ils sont très intéressés par ça, ou les SEM. Pour eux, c'est un peu nouveau. Voilà. En gros, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui les intéresse aussi, bah aussi c'est aussi des messages qu'on leur fait passer. C'est-à-dire que quand on travaille sur des schémas directeurs, on a dit, c'est pas simplement, c'est en général le message que j'essaie de faire passer. C'est qu'un schéma directeur, OK, c'est un élément de contrainte pour les futures opérations. Mais c'est pas simplement ça. C'est un document qui doit également rassurer les futurs investisseurs. Et comment la façon dont il est fait et la façon dont les documents de communication de ce schéma directeur sont effectués, ce sont les premiers éléments de l'attractivité territoriale. Parce que ce n'est pas le tout d'imaginer un bel aménagement. Si personne vient, on aura travaillé pour pas grand-chose. Donc en fait, on ne dissocie jamais l'attraction du territoire de l'élaboration d'une stratégie et d'un schéma directeur. Voilà, tu peux changer. Alors, comment exercer à l'esport? Alors, vas-y, appuie sur le premier truc, vas-y. Bon,
je reviens là-dessus parce que c'est vraiment capital. Le premier point, c'est trouver un partenaire local. Ça, alors évidemment, il faut régler le problème de la barrière de la langue. Nous, ça a été réglé facilement puisque notre partenaire Fou, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est parfaitement bilingue, donc quand on intervient, on fait des phrases courtes, il traduit directement de suite, etc. Quand il y a des conférences, en général, c'est des traductions simultanées. Donc là, ce sont des professionnels qui interviennent. Donc voilà. Donc je fais ça au Vietnam, mais aussi en Amérique du Sud, c'est pareil, hein, ça marche de la même façon. Ensuite, ce partenaire local, c'est important, il faut vraiment créer un climat de confiance. Il faut que les règles soient claires, le fonctionnement clair, mais il faut que ce soit en confiance. Et il faut que ce partenaire aussi ait une bonne connaissance des réseaux locaux et s'y intégrer. Donc il faut qu'il soit un peu bilingue. Alors je disais qu'il était bilingue, mais je vais dire bilingue d'une autre façon. Bilingue en étant à la fois technicien et politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il parle les deux langages. Et c'est très important. Sinon, on est en décalage. Ensuite, il faut prendre du recul sur cette intelligence politique, technique et culturelle locale pour s'adapter, pour que la démarche qu'on va proposer soit bien adaptée à la question posée. Ensuite, il faut qu'on arrive à réunir tous les maillons de la compétence de la chaîne de production urbaine avec de la réactivité. Si on est trop loin, c'est pas possible. Donc là, on a quelqu'un qui est sur place, donc ça c'est très important. Même si aujourd'hui on a quand même avec les visios beaucoup plus de souplesse et ça on s'en prive pas, mais on est quand même obligé d'y aller régulièrement. Et donc le fait d'avoir quelqu'un de sur place qui produit et qui alimente tous les dossiers, etc., c'est essentiel. En fait, donc, quand je dis s'associer avec un partenaire local, tout ce que je vous décris là, c'est un peu, ça revient à trouver un mouton à 5 pattes, mais ça se trouve, hein, on l'a trouvé, hein, donc ça se trouve. Donc, vas-y, tu peux changer. Alors, le deuxième point, hein, c'est même c'est le point ex aequo avec le premier, hein, d'ailleurs, hein, c'est rechercher des financements. Ça, Chantal pourra vous en parler, hein, sur les trucs qu'on a fait ensemble, c'est vraiment le sujet majeur. C'est un investissement à la fois en temps et en argent. Donc il faut arriver à trouver des ressources. Alors il peut y avoir des fonds propres, on peut investir pour alléger son champ d'action, mais aussi, bon, on peut répondre à des appels d'offres, répondre à des sollicitations aussi d'acteurs privés, c'est arrivé, je vous montrerai quelques exemples. S'intégrer aussi, alors ça c'est très bien, s'intégrer aussi à un programme de R&D. Gros avantage, l'avantage des programmes en R&D, c'est que il n'y a pas besoin de consultation, c'est direct. Voilà. Ensuite, constituer des dossiers de demande d'aide au développement et à l'export. On en reparlera un petit peu après. Chantal pourra vous en parler aussi. Elle a pas mal œuvré sur le sujet. Voilà, tu peux changer. Voilà. Alors ça, c'est pour mémoire, hein. Je ne vais pas les passer tous en revue. Il peut y avoir des aides aussi. Alors, suivant la taille de l'entreprise, ça peut être des grosses entreprises qui interviennent sur l'aménagement dans lequel un urbaniste peut venir se greffer parce que il peut y avoir des interactions importantes. Et le fait de connaître tous ces trucs-là, ça peut permettre de débloquer des situations. Bon, les prix du trésor, il y a les FASEP. Il y a les FASEP. Ouais, tu peux voir juste les FASEP, il y en a deux. Vas-y, reviens. Voilà, les FASEP qui sont des aides pour faire des études de faisabilité. Donc ça, c'est vraiment c'est pas mal. On l'a utilisé avec AD France. Hein. Il y a le FASEP normal et puis il y a le FASEP Innovation Verte. Ok. Il y a des prêts de croissance à l'international par le BPI France.
Et puis, lorsqu'on investit un peu et qu'on a peur de se casser la figure, il y a aussi des assurances en cas de perte subie, en cas d'échec commercial sur une opération. Voilà. Ensuite, il y a des prêts outils Proparco, alors là, c'est lié à l'AFD, qui permet également de fournir des biens et des services essentiels donc, ça peut être un élément important. Voilà, tu peux changer. Là. Alors, apporter, comme je le disais tout à l'heure, apporter une démarche et une méthode adaptée. Alors, je dis ne pas se faire piéger. Alors, c'est un peu un paradoxe qu'on a rencontré au Vietnam d'ailleurs, et puis même, je l'ai même rencontré également en Amérique du Sud. On nous dit, bon, on vous a sélectionné, dites-nous ce qu'il faut faire. Et en fait, si on leur dit il faut faire ça, c'est pas tout à fait ce qu'ils voudraient. Ça rend très vite compte. En fait, ce qu'il faut, alors d'abord, ils ne supportent pas évidemment d'arriver avec beaucoup d'arrogance et puis dire faut qu'on fasse ceci, il n'y a qu'à faire cela, etc. Et puis être inflexible après avoir fait un projet à 12 000 km de là, en disant c'est ça qu'il faut faire. Ben, ça ne marche pas. Donc en fait, il faut essayer de reformuler la question de nombreuses fois, parce qu'en général, quand le commanditaire pose un sujet et pose une question, il le fait avec ses mots, avec ce qu'il a en tête, et il exprime même en filigrane une mise en forme. Et en fait, si on lui donne telle quelle cette mise en forme, on se rend compte très vite que ce n'est pas ce qu'il veut. Ben oui, forcément. Donc en fait, il faut arriver par des boucles d'échanges successives à comprendre quel est l'essentiel de sa demande. Et une fois on a ça, on a accès aux parties forts d'aménagement qu'ils attendent. Et là, là, ça marche. Et en fait, c'est là où on fait manœuvrer l'intelligence collective. Au départ, ils ne voulaient pas. Hein. Je vous ai parlé de la première étude. Ils ne voulaient pas. On leur a dit, bah, écoutez, essayez, parce qu'on voulait co-construire le projet. Essayez, faites un essai. Vous verrez bien. Vous allez être présent, vous allez voir comment ça se passe et vous verrez. Et ça a été un tel succès que d'abord, on a eu un prix là-dessus, et ils nous ont demandé de former, on en parlera plus tard, de former leurs personnels territoriaux et les élus. Voilà. Donc, et il faut se nourrir de disciplines qu'on n'utilise pas aujourd'hui en aménagement et en urbanisme, mais qui sont très utiles, moi que j'utilise tout le temps, qui sont la psychologie sociale, la communication, la PNL y compris, hein, pour atteindre pour identifier les attentes profondes. Voilà, tu peux changer. Alors après, je l'ai évoqué, s'inscrire dans un réseau de confiance. Voilà. Alors, il faut, quand on part de la France et qu'on va à l'extérieur, il y a quand même des réseaux en France liés à l'État qui sont intéressants et sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a des ressources, d'abord il y a des documentations et puis il y a des personnes très intéressantes. Donc ça permet d'engager une dynamique intéressante. Alors il y a des liens avec le partenaire local, comme je vous disais tout à l'heure, des instituts d'urbanisme, du régional ou du pays, c'est ce qu'il y a par exemple au Vietnam, des investisseurs. Ça aussi, il y a des investisseurs qui sont sensibles aux aménagements et qui gravitent dans ces milieux-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être présent. Il y a des universitaires, très importants les universitaires, parce que il y a des échanges entre universités, entre différents pays, il y a des liens qui s'établissent, voilà, donc ça c'est important. Et puis aussi, des réseaux de soutien en lien avec l'ambassade et le consulat général de France, qui sont... alors, il y a plusieurs types d'organismes, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, mais qui sont tout un ensemble de personnes compétentes et qui ont
des clés pour rencontrer d'autres personnes, pour arriver à constituer des équipes, pour répondre au mieux à la sollicitation demandée. Vas-y. Et puis, ce qui les intéresse aussi, il faut valoriser l'expérience qu'on a en maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage urbaine. Et j'insiste bien sur les deux, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage urbaine. Moi, pour toutes mes interventions à l'export, je me suis souvent appuyé sur la maîtrise. Alors, je fais de la maîtrise d'œuvre, du conseil, enfin, voilà, de la maîtrise d'œuvre urbaine à l'aménagement. Mais le fait d'avoir passé 10 ans du côté de la maîtrise d'ouvrage urbaine, je peux vous dire, et puis avoir fait les SEC aussi, je peux vous dire que ça change le discours. Parce que quand il y a dans les discussions des suggestions de la part des commanditaires qui semblent ne pas correspondre à ce qui pourrait se développer, je leur fais part de mon expérience de maîtrise d'ouvrage. Je leur dis, j'ai été à votre place dans d'autres cas de figure, dans des cas de figure similaires, mais dans d'autres pays, et je donne les conséquences que tel ou tel choix pourrait avoir. Donc voilà, ça c'est donc valoriser la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage urbaine, c'est important pour arriver à mettre un pied, y compris simplement un urbaniste, à l'export. Vas-y. Alors, il y a aussi des accompagnements sur mesure. Alors là, il y a le premier, c'est Business France. Je ne sais pas si certains le connaissent. C'est une entreprise publique, c'est un EPIC, hein, une entreprise publique financée par l'État et une partie des revenus de Business France. En fait, comment dire, bon, ça a un coût. Bon, ça a un coût, je vous disais, c'est un coût, un investissement en temps, mais aussi un peu en argent dans ce cas-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que il y a un tuteur qui suit le projet et qui accompagne, qui va ouvrir aussi, qui va aider à ouvrir des portes. Et ça peut faire gagner énormément de temps. Donc c'est très important. On- Personnellement, nous n'avons pas utilisé directement Business France. En revanche, nous avons toujours été en rapport avec eux au Vietnam, on allait les voir, etc. Et au cours d'échanges, on a pu avoir des informations intéressantes. Ils nous ont aidés sur tel ou tel point, etc. Donc, ça fait partie des réseaux. Quand on veut aller à l'export, qui est important, il faut aller voir le site, aller les rencontrer à Paris. Ils sont à côté d'Enfer Rochereau. Voilà, voilà. C'est L'idée, c'est de donner aux entreprises les meilleures chances de conquérir des marchés, en gros. Voilà, hein. Euh, alors, il y a un élément qui est important, parce que ça, on l'a utilisé aussi, c'est promouvoir le volontariat. Ça, c'est très bien. Le volontariat international en entreprise. Ça permet d'employer des jeunes diplômés à l'export pendant un an et c'est très, très, très intéressant. Enfin, voilà, tu peux changer. Alors, il y en a d'autres, hein. Donc, il y a Business France, mais il y a Team France, dans lequel il y a Business France, mais il y a BPI France, et c'est une banque dont vous avez appris, et puis la CCI, le- la Chambre de commerce et d'industrie internationale, qui aussi se regroupent pour faire bénéficier des meilleures expertises sectorielles et de marché. Alors après, dans tout ce panel, il y a toute une série d'items là, qui s'appellent de façon différente. Il y a Académie Export, Club Export, etc. En fonction des sujets ou des cibles qu'il y a, il y a des suivis, mais vraiment précis et peuvent être d'une aide très précieuse. Voilà, tu peux changer.
Alors, il y en a un autre. Alors là, c'est vrai qu'ils se ressemblent, les termes sont toujours pareils, hein. Alors là, c'est Expertise France. Là, c'est plutôt du côté de l'AFD. Expertise France, c'est une filiale de l'AFD, hein. C'est une SAS, hein, de l'AFD, qui a une gouvernance assez particulière. Il y a des députés, des sénateurs, des représentants de l'État, des représentants de collectivités territoriales, de la société civile, Solidarité internationale, des personnalités qualifiées, des représentants du personnel de l'établissement, un peu comme les établissements publics d'aménagement. Ouais, voilà. Euh, et en fait, c'est renforcer l'objectif, c'est renforcer les politiques publiques des pays partenaires à leur demande. Et quand il y a ce cas-là, il y a des équipes qui se forment en fonction des demandes, hein, évidemment, avec les compétences souhaitées. Expertise France vient là pour justement rassembler tout ça, mettre de l'huile dans les rouages. Et donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça, c'est pas mal comme existence. Voilà, tu peux changer. Alors, après, il y a toute une série, quand on veut aller à l'export, on a besoin d'informations et de conseils. On peut en avoir de différentes façons. Alors, il y en a peuvent paraître surprenants. Il y en a un à la Direction générale du Trésor. Alors, c'est l'acronyme, c'est Poésie. C'est tout un programme. C'est pas très poétique, hein, mais c'est le potentiel à l'export et soutien à l'internationalisation des entreprises. C'est pour aider à la prendre, c'est un outil d'aide à la décision. Et ça peut être très très bien pour éviter de tomber, d'aller tête baissée dans des endroits qui ne sont peut-être pas bien ciblés par rapport au métier qu'on produit. Voilà. Ensuite, il y a des événements. Alors, il y a des événements qui sont réguliers. Il y a des rendez-vous annuels comme à Bercy. L'événement Bercy France Export, ben là, quand on veut aller à l'export, c'est intéressant d'aller traîner ses guêtres, hein, et aller rencontrer un petit peu des gens, déposer des cartes de visite. Et puis voilà, ça, c'est des vitrines qu'il ne faut pas rater quand on veut aller à l'export, hein. Il y a aussi sur certains sites des informations sur le réseau international, sur la page Trésor international sur la Direction générale du Trésor, qui permet de se renseigner de façon un peu plus précise sur le contexte économique du pays qu'on cible, ce qui peut être pas mal, qui peut éviter des désagréments. Ensuite, des informations sur le financement international des entreprises, toujours pareil la DGT, euh, pour avoir des clés. Puis après, il y a des dossiers thématiques et sectoriels dont on a un peu parlé. Il y en a aussi à BPI France. Et puis, voilà, bon. Puis, il faut essayer de ne pas oublier les TVA les taux de TVA dans les autres pays. Sachant que lorsqu'on travaille et qu'on est en dehors de l'Union européenne, on n'a pas à payer la TVA en France. Voilà, donc, mais par contre, il faut savoir comment ça se passe dans le pays. Voilà, tu peux. Alors, pour mémoire, deux autres éléments. Il y a l'ISOCARP, qui est une organisation mondiale, 90 pays, bon, qui a des podcasts, qui est intéressant avec pas mal de sujets. Ça, c'est intéressant. Voilà, l'objectif, c'est de partager les réflexions, échanger les compétences, etc. Le deuxième, c'est l'INTA. L'INTA, alors c'est un vieux truc, International Newtown Association. Ça date des villes nouvelles, alors ça a été un peu transformé maintenant, c'est l'Association internationale du développement urbain. C'est reconnu par les Nations Unies, le Conseil de l'Europe. Bon, c'est intéressant. Quand il y a des sujets sur un pays, l'INTA peut intervenir en organisant un panel, c'est-à-dire qu'il choisit, il prend parmi ses membres les compétences qui correspondent le mieux au sujet posé dans le pays,
Et puis, ils interviennent pendant une semaine, hein, ils travaillent pendant une semaine, ils pondent un rapport et c'est fini. C'est un peu un raccourci très, très sommaire de ce que faisait de façon beaucoup plus élargie AD France à l'époque, qui était pareil, mais alors ça a été sur plusieurs années. C'était quand on a travaillé sur le Grand Numéraire, je crois qu'on a mis 1 an et demi, et puisque je crois qu'il y en a d'autres qui ont duré 3 ans. Chantal me contredira si c'est pas ça, mais en fait, c'est sur plusieurs années, et c'était un suivi, mais très, 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 très lourd, avec le même fonctionnement, c'est-à-dire que organisation pluridisciplinaire, voilà. Mais c'est une façon de s'organiser et de répondre à des sujets qui sont très, 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 très utiles. Donc voilà, tu peux changer. Il peut y avoir des infos là-dessus aussi en allant sur leur site. Alors après, je vais vous montrer un peu quelques exemples de missions où, voilà, parce que là, je vous ai pas mal du Vietnam. Il y a des missions. Alors, comme je vous disais, au début, c'est vrai qu'on va au Vietnam, enfin, on va à l'export pour aussi le côté fun. Et puis, voilà. Là, par exemple, c'était une commande directe d'un promoteur développeur qui avait été contacté par un promoteur développeur français qui avait réalisé une station de sport d'hiver en France. Bon. Un milliardaire mexicain qui avait acheté un terrain dans l'Idaho, il souhaitait faire quelque chose. Et il a appelé ce promoteur développeur qui nous a appelé, et on a fait, en fait, il voulait une French Touch, il voulait faire une station de sport d'hiver, il voulait une French Touch. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, euh, on a répondu sur un projet d'ensemble très schématique, mais on a fait une stratégie d'aménagement du territoire très, très concertée. Mais en fait, surtout, ce qu'on a fait, c'est un guideline, un plan guide avec des recommandations, etc. On n'a pas fait le projet. On a simplement dire ce qu'il ne faut surtout pas faire et ce qui pourrait être fait avec des variantes pour que les différents projets puissent après se développer. Voilà. Voilà. Donc tu peux changer. Voilà. Un autre exemple, alors aussi par un promoteur, alors c'est un truc en République dominicaine, à Cap Cana, à côté du terrain de Julio Iglesias, là, et ça, c'était un projet, euh, une vision sur un grand terrain. Et en fait, ce qu'on a proposé, c'est un aménagement progressif avec des marinas et un bout de ville. C'est-à-dire qu'avec, c'était pas simplement un resort de loisirs, c'était qu'il y avait également des logements et puis écoles, etc., etc. Voilà. Mais le cœur du truc était un resort de loisirs. Voilà. Voilà, on peut passer. Là, c'est commande directe d'un promoteur. Alors là, un autre. Alors là, c'était pas un FASEP, c'était non, c'était la banque. Merde, comment ça s'appelle déjà? J'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, donc, c'était pas un FASEP, mais ça a été fait avec L'AFD, c'était. l'AFD, voilà, c'est ça, oui, l'AFD. Ça revenait au même pour nous, pour faire nos numéros de claquettes réguliers à Bercy. Mais bon, donc ça, là, donc c'est une mission, donc c'est un FASEP, dossier, pas un FASEP, c'était la FD, mais avec des dossiers à monter un peu lourds. Mais une fois que c'est engagé, euh, ça roule. Bon, il y a évidemment à chaque étape, il faut aller, pour être payé, il faut aller discuter à Bercy. Et puis le problème, c'est que comme le temps, ça prend du temps, les personnes changent et comme ils ne se communiquent pas au sein de Bercy, les dossiers, il faut tout reprendre à zéro à chaque fois qu'on avance. Donc c'est un peu fastidieux.
Mais bon, c'est le seul sujet négatif, parce que sinon, le reste, c'était passionnant, hein, c'était passionnant. Donc là, même si on ne gagne pas énormément, c'est vraiment le pied de travailler dans des conditions pareilles et voilà. Bon, tu peux changer. Alors là, c'est un autre. Alors là, on va du côté du Brésil. Alors là, c'est venu par des liens via les universités. En fait, concrètement, c'est venu à la suite de l'apparition de mon livre. Il se trouve qu'il y a un enseignant français, une enseignante française qui a acheté mon bouquin, qui l'a lu, qui m'a contacté en me disant est-ce que tu pourrais pas en traduire une partie, en faire traduire une partie en portugais est-ce que ça t'intéresserait de venir il y a un sujet au Brésil, donc bon, j'ai accepté. Et en fait, c'était un sujet concret pour intégrer une très grosse industrie qui risquait de déstabiliser une petite ville. Donc, il fallait intervenir là-dessus et les faire travailler. C'est là où j'ai également mis en place cette façon de faire qui est de faire en sorte que les, les commanditaires participent eux-mêmes à l'élaboration de la stratégie. Et ça, c'est fait. Donc là, je pourrais, dans une autre présentation, mais là, ça serait trop long si je vous expliquais comment on fait, mais ça permet, cette méthode permet d'avoir une stratégie de développement entièrement partagée et qui permet également comment dire, de gérer les incertitudes. Gérer les incertitudes, c'est le gros problème dans une stratégie. Et bien, ça permet de la gérer. Donc ça pourra faire l'objet d'une autre présentation. Et donc là, le fait, c'est parti de l'enseignement supérieur et des échanges. Voilà. Bon. Donc un ouvrage, c'est-à-dire communiquer sur ce qu'on fait en termes d'aménagement et d'urbanisme, etc., dans un bouquin. C'est lu par un prof et ça peut générer un projet à l'export. Alors là, pour le coup, c'est un FASEP avec AD France. Alors là, ça a été un autre projet énorme qui a duré pas mal de temps. Le départ, c'était alors, bon, c'est un FASEP, donc c'est un dossier lourd à faire que Chantal a porté à bout de bras pendant pas mal de temps. Le truc, c'était, au départ, c'était l'extension du port. Et puis, une extension de l'activité économique. C'était assez resserré. Mais en se penchant sur le sujet, on s'est dit, mais attends, il y a forcément un impact sur la ville. Donc, on a élargi à la ville. Et puis, on a même dit, mais attendez, c'est pas simplement la ville. C'est toute la Bahia Blanca qui est concernée. Donc, on a réussi à faire en sorte, on a transformé la commande, on a réussi à transformer la commande progressivement, et c'est devenu l'aménagement de la Bahia Blanca. Le patron du port qui avait commandité, ça a tellement bien marché que le patron du port de l'époque a eu beaucoup de succès là-dessus, et il a eu, je crois, un parcours ministériel d'ailleurs à la suite. Voilà, tu peux changer. Alors ça, on retourne au Vietnam. Là, c'est une entreprise privée qui pour arriver à avoir des terrains pour réaliser un port, parce qu'apparemment, enfin, dans ce secteur-là, l'idée c'était d'avoir un port en eau profonde. Il y avait un manque, bon, un port en eau profonde. Pour avoir un port en eau profonde, il y a évidemment quelques travaux à faire, mais ici, il faut à côté qu'il y ait une zone d'activité suffisamment importante, etc. Là, c'était un peu compliqué. On a fait des propositions pour arriver
à le faire sans être obligé de faire venir de la terre, parce qu'il fallait remblayer à certains endroits de Pétaouchnok, là. Donc, on a réussi à le faire et ça a donné ce truc-là. Ça a été également, ce truc-là a été primé. Mais là, c'est venu directement d'une commande privée. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on intervient quelque part, il faut toujours communiquer, mais aussi communiquer pas simplement sur les cibles traditionnelles. Il faut penser à élargir et quand il y a on se rend compte qu'il y a des investisseurs ou des industriels, etc., qui sont un peu à l'affût de ça, il faut essayer, bah, toujours pareil, hein, dans des manifestations diverses et variées. Il faut en profiter pour rencontrer des gens, etc. Donc, voilà, faut pas avoir peur de distribuer ses cartes de visite. Voilà, tu peux passer. Alors là, c'est une autre. On revient au Brésil, là, ouais, on fait des. Alors, au Brésil, Paraguay, Argentine, là aussi, c'est une autre demande qui est liée également aux universités, aux échanges universitaires. Et là, bon, c'est venu parce que j'avais travaillé sur le truc que je vous ai présenté précédemment. Là, c'est un sujet très complexe. C'est à cheval sur trois pays. Donc, trois pays, trois langues, enfin, disons deux, mais il y en a trois en fait, avec comment dire, des problématiques très complexes et très difficiles. Là, en fait, ce qui a été fait, c'est vraiment travailler mais vraiment manager l'intelligence collective pour amorcer, là c'est vraiment juste l'amorce, hein, amorcer l'élaboration d'un cahier des charges pour, en gros, c'est transformer ce territoire en un territoire autonome, pour simplifier le fonctionnement de tout ce territoire, parce que les passages de la frontière sont des fois très, 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 très longs. Et ça nuit à l'économie. Donc, essayer d'avoir une zone franche pour ça, c'est un but avec une autonomie dans le fonctionnement de ce truc-là. On en est loin encore, mais là, ça a été un premier pas pour faire apparaître tous les questionnements, un peu comme je dis souvent, cite la citation d'Einstein qui disait si, si j'avais un sujet complexe, si j'avais une heure pour résoudre un sujet complexe, je mettrais 55 minutes pour me poser les bonnes questions et 5 minutes pour y répondre. Là, on n'est même pas aux 55 minutes, hein. On a fait 10 minutes, hein, à peine. Donc, c'est un très gros projet. Mais ça a été, voilà, c'est venu par les universités. Donc, ne jamais négliger le contact avec les universités, en créer d'autres. Voilà, tu peux changer. Après, bon, bah, d'exemples de mission, ça, je vous en ai touché un mot, hein, euh, assurer des formations pour les cadres territoriaux. Là, je reviens sur le Vietnam, même si ce que j'ai fait également pour le Brésil, c'était un peu la même chose. Euh, Là, l'idée, c'est de faire des formations autrement. Par exemple, là, sur le Vietnam, quand on a commencé, on a eu cette formation, on nous a demandé suite au succès du premier gros projet, là, de former. On a dit oui. Et évidemment, ils s'attendaient à ce qu'on fasse comme toutes les formations, on fasse un petit fascicule d'une trentaine de pages, qu'on passe un PowerPoint, et voilà, et qu'on commente ces 30 pages, voilà. Bon, on leur dit non, on n'a pas de fascicule. Vous allez faire le fascicule. On va travailler sur des sujets concrets tous ensemble. C'est ce qu'on a fait.
Alors au début, c'était chaud, hein. Il y en avait certains qui étaient: «Ah non, vous êtes payés, vous exagérez, et bon, mais on a tenu bon, on a dit: «Bah, écoutez, essayez, vous allez voir, faites-nous confiance». Donc ils ont joué le jeu, ils se sont pris au jeu même et ça a cartonné. Ça a cartonné et ils sont partis à la fin, bah, il y en a eu 15, hein, 15, c'est 15 formations, ça s'est fait en 15 fois. Avec au lieu d'avoir un rapport de 30 pages qu'ils pouvaient oublier rapidement, parce qu'ils avaient, quand on écoute un truc, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Là, ils ont travaillé, ils ont trouvé eux-mêmes les éléments d'enseignement en travaillant sur des sujets contraires. Alors évidemment, on est là, hein. Moi, je faisais des exposés flash quand je voyais que ça coinçait sur un sujet. Exposé flash, un quart d'heure, 20 minutes maxi, et ça continuait. Donc c'était très, très dynamique. Et à la fin, ils sont partis avec un rapport de 450 pages qu'ils ont eux-mêmes produit. Et ces 450 pages, ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent. Et ça a été vraiment un enseignement profond. Et d'ailleurs, on nous demande d'en refaire, mais je ne cache pas que c'est un peu fatigant. Donc voilà, tu peux passer. Voilà. Donc voilà, pour conclure, parce que j'ai pas mal parlé. Donc qu'est-ce que c'est vrai qu'on a on a vu qu'il y a une perception très différente de la France depuis l'étranger par rapport à la perception qu'on a en France. En France, on est toujours en train de se flageller, etc. Bon, c'est vrai que ça va, il y a des trucs qui vont pas, hein. Ça, je suis le premier à le dire. Mais quand même, c'est quand même, on a quand même beaucoup d'atouts. Et ça serait bien d'en prendre conscience et de les valoriser. Et puis peut-être en toute conscience, au lieu de faire l'autruche, d'essayer de voir les points où ça ne va pas et essayer de les faire évoluer. Et en particulier au niveau de l'urbain. Et je pense qu'on va en parler prochainement. Parce que là, il y a quand même quelques soucis. Donc, l'intérêt est induit, l'intérêt des pays étrangers pour la France est induit par des grands sujets comme le Grand Paris, Rungis, on en a parlé, mais aussi des éléments de protection, les débats, etc. L'urbanisme à la française aussi, c'est quelque chose qui marque les esprits. Hein. Voilà, Paris, Haussmann, mais aussi Gordes, mais aussi Bordeaux, mais aussi c'est très varié et très voilà. Et ce qui intéresse aussi, c'est le lien qu'il y a entre l'histoire et la modernité. Et puis pour conclure, pour rappeler, hein, pour se lancer à l'export, partenaire local, indispensable. C'est pas la peine de dépenser de l'argent si on n'a pas trouvé ça, hein. Il faut peut-être dépenser de l'argent un peu pour le trouver. Ensuite, trouver des financements et puis se mettre dans une posture particulière. Il faut être à l'écoute, hein. Il faut être pédagogue, il faut s'intégrer dans les réseaux et puis il faut transmettre ce qu'on fait. Il faut essayer d'être à cœur ouvert. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire, quand on fait un projet complexe, un projet énorme, c'est un raisonnement qu'on fait, c'est un raisonnement qui touche à plein de domaines. Si on le garde pour nous et qu'on monte le résultat, ça ne marche pas. Il faut le décomposer, il faut rendre, il faut que l'interlocuteur se l'approprie. À partir du moment où il se l'approprie, c'est gagné, ça devient son projet. Donc le projet, il passe. C'est exactement ce qu'on fait. Voilà. Voilà, donc j'ai résumé un peu l'expérience essentiellement avec quelques apartés au Brésil, mais l'expérience essentielle du Vietnam. Et puis voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, parce que quand je pars, quand je suis parti, je ne m'arrête pas. Merci infiniment, Michel. Ah ben non, tu nous as vraiment pas saoulés, surtout qu'on a beaucoup voyagé. Je vais arrêter le partage. Donc, merci pour ce. Enfin, on a fait plusieurs fois le tour du monde. Donc, pour ces tours du monde.
On peut rallumer nos caméras et nos micros. Merci également pour cet optimisme sur le fait que finalement, et ça, la SFU quand même essaie de le répéter tous les jours, que finalement, l'urbanisme à la française, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ben Donc oui. voilà, j'avais quelques d'autres réactions, mais je voulais d'abord laisser la parole à tous nos amis. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer?